Au comité d'organisation pour cette belle invitation, cette très très belle journée et ces sessions très intéressantes sur la cornée. Nous passons de façon totalement opposée maintenant aux pathologies endothéliales après ces nombreuses communications sur le kératocone. Et l'objet, c'est de faire le tri, là aussi, dans les procédures actuelles, parce que, comme pour le kératocone, on a parlé de la kératoplastie transfixiante, de la DALC, mais pour l'endothélium, il y a une multitude d'acronymes auxquels nous sommes soumis lors des congrès. Il s'agisse de la DSAEK, l'UTDSEK maintenant, bien sûr la DMEK, voire la EMI-DMEK, voire même la greffe sans greffe avec la DIGWEC ou le Desmet Stripping Only, qui sont les dernières évolutions. Donc la question, quelle technique finalement adopter et quelle technique utiliser en 2019 ? Alors quelques chiffres, ce sont les chiffres des banques américaines. Avec en 2016, vous voyez, sur 28 000 kératoplasties, ce qui est tout à fait colossal, tout de même, kératoplastie endothéliale, je veux dire, 21 000 quand même procédures de greffe qui conservent du stroma, il s'agit des DISEC, DSAEK, voire quelques peut-être DILEC encore, versus les DIMEC ou les DIMEC automatisés qui représentaient à peu près un tiers. Donc on avait tout de même 2 tiers de kératoplastie endothéliale épaisse versus un tiers de kératoplastie endothéliale ultra fine. Donc bien sûr, on en parle beaucoup dans les congrès, mais la DIMEC est toujours encore en retrait finalement par rapport aux techniques qui conservent une partie stromale dans les techniques de greffe endothéliale, malgré tout. Alors, est-ce que l'épaisseur de la greffe, elle est importante ou pas, finalement ? Ça, c'est un vaste débat. Ça fait donc depuis les premières publications sur les techniques de greffe ultra fine, notamment par l'équipe de Mélès à Rotterdam en 2009, où, bien sûr, dans leurs mains, les résultats étaient tout à fait bluffants et bien supérieurs aux techniques de DSAEK initiales. Donc, bien sûr, la conclusion de 2009, c'est oui, bien sûr, plus un greffon est fin, mieux c'est. Et puis, toute une évolution de la littérature et des techniques s'est faite jusqu'à maintenant, avec des résultats assez contraires. Tout dépendait en fait de la technique défendue par l'équipe. Et par exemple, l'équipe de Neff, en 2011, concluait que oui, mais peut-être, finalement, l'épaisseur elle était importante pour les greffons extrêmes, c'est-à-dire les greffons très épais, bien sûr, l'acuité visuelle n'est pas bonne. Pour les greffons très fins, l'acuité visuelle elle est supérieure. Et puis entre les deux, finalement, ça ne changeait pas grand-chose. Massimo Busine est arrivé un petit peu plus tard, en 2014, avec la technique de DISEC ultra fine DISAEK, qui, lui, dans sa publication initiale, retrouvait des résultats équivalents aux techniques ultra fines de DIMEC. Et puis finalement, la dernière publication sur le sujet, qui est une méta-analyse, finalement, qui retrouve que c'est pas... Le problème, c'est peut-être pas l'épaisseur, finalement, mais c'est peut-être plutôt la forme du greffon et les aberrations visuelles qui sont induites, qui généreraient une différence d'acuité visuelle entre les techniques. Donc le débat est bien sûr encore ouvert. Qu'en est-il à l'heure actuelle ? Ce qu'il est clair, c'est qu'on ne veut plus réaliser des greffes comme celle-ci, avec des greffons lenticulaires, avec des bords épais, qui bien évidemment déjà modifient fortement la réfraction post-opératoire du patient, et surtout induisent des aberrations optiques. Et bien sûr, on peut imaginer qu'un greffon très épais, ça va poser un problème de déshydratation du stroma en avant, et que les cellules endothéliales, bien sûr, vont avoir du mal à compenser cet épaississement majeur de la cornée. Donc bien sûr, on est tous d'accord, on ne veut plus de greffe comme ça. Les publications, elles sont claires. La DIMEC, il n'y a aucun souci. Bien sûr, elle est bien supérieure à ces techniques de DSEK. Le débat, il n'est plus là. Le débat, il est entre les techniques intermédiaires. Alors, je trouvais cette iconographie assez sympathique, avec l'évolution de la greffe de cornée, avec les choses assez basiques, on va dire, la greffe de cornée transfixiante jusqu'à la thérapie cellulaire, qui est vraiment l'ultime but que nous recherchons tous. Mais peut-être entre les deux, effectivement, il y a des alternatives avec les greffes ultra fines, mais peut-être pas uniquement endothéliodesmétiques. Alors ce qu'on sait à l'heure actuelle, ça c'est la publication de Busine, la fameuse publication qui, bien sûr, Busine est l'inventeur de la technique, a peut-être des intérêts dans la diffusion de cette technique, mais il retrouvait des résultats tout à fait équivalents entre la DIMEC et la DSEK, avec peut-être un petit temps de récupération plus long pour l'ultra-fine DSEK versus la DIMEC, mais néanmoins des résultats visuels tout à fait équivalents par rapport à la DSEK, qui est la courbe juste en dessous. Plus intéressant peut-être une méta-analyse qui a été publiée très récemment, qui montre des résultats à jusqu'à 12 mois de recul
comparant la DSAEK ultra-fine versus la DMEK. Et qu'en est-il? Ce que l'on voit, c'est qu'il y a une différence qui est relativement réduite, de l'ordre de 1,4 lignes à 12 mois entre les deux techniques. Alors, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est ça la question. Peut-être que des raffinements encore de l'ultra-fine DSAEK peuvent pallier encore à ces écueils. Et maintenant, on ne parle plus d'ultra-fine DSAEK, on parle de nano-fine DSAEK. C'est-à-dire c'est des greffons de l'ordre de 50 microns préparés au microkératome. Et là encore, on retrouve des résultats tout à fait équivalents sur le plan visuel à la DMEK, avec un petit retard de récupération, mais néanmoins encore une amélioration par rapport à l'ultra-fine DSAEK. Et on voit qu'à 6 mois, en termes visuels, on a des résultats tout à fait équivalents aux techniques ultra-fines de DMEK. Alors la procédure en elle-même, il y a une vidéo sur le côté que je ne peux pas lancer. La procédure en elle-même, l'avantage de ces techniques automatisées, c'est la simplicité et de supprimer le stress préopératoire de dissection du greffon, ou bien sûr, dans les DMEK, quand on est encore dans la courbe d'apprentissage, on a toujours le risque de rompre le greffon. Bien sûr, ça peut exister sur une technique automatisée. Néanmoins, maintenant, avec les microkeratomes dont on dispose, qui sont complètement automatisés aussi bien sur l'avance que la vitesse de coupe et également le maintien de la pression dans la chambre antérieure, la plupart des facteurs sont neutralisés et suppriment une grande partie de la variabilité liée au chirurgien. D'autant plus qu'on a des gammes étendues maintenant de lames jusqu'à 550 microns pour les greffons les plus épais qui évitent d'avoir à réaliser des doubles découpes. Néanmoins, on peut être amené, chez certains greffons très épais, 700, 800, voire 900 microns, à la sortie de la banque, on peut être amené à réaliser des doubles découpes, mais avec la gamme actuelle, finalement, c'est assez rare, et le taux de perforation, il est extrêmement réduit grâce au progrès matériel. Mais finalement, ça marche, je peux le faire. Ensuite, l'introduction du greffon. Là aussi, de nombreux dispositifs sont disponibles et de nombreux injecteurs sur le marché. Moi, personnellement, j'utilise celui-ci, l'endocerteur. Alors, peut-être la vidéo, oui, je peux la lancer, qui a l'avantage d'avoir une infusion coaxiale. Donc, vous voyez, le principe est assez simple. C'est une cuillère, une pelle. On vient pêcher son greffon. Donc, là aussi, on peut faire de la technique no-touch. Moi, j'utilise personnellement plus aucun viscoélastique. Et simplement, en manipulant le greffon dans le ménisque dos, on peut tout à fait le centrer sur l'injecteur. Et vous voyez, on l'enroule à la manière d'un taco. Il faut des fois aider un petit peu le pliage. Mais vous voyez, le greffon est extrêmement fin. Ça, c'est une nanofine DSAEK avec un greffon de 50 microns. Vous voyez, les bords du greffon pendent littéralement sur le bord de l'injecteur, ce qui démontre bien la souplesse du greffon par lui-même. Et on l'enroule directement dans cet injecteur. Ça nécessite une injection de 3,8 mm. Et l'avantage, c'est l'infusion à l'arrière qui va permettre d'approfondir la chambre antérieure directement en branchant l'injecteur sur la machine de phaco. Et donc on peut régler au pied, en fait, finalement, sa hauteur de pression d'infusion, ce qui est assez intéressant pour ouvrir la chambre antérieure. On voit ici les comparatifs des aspects des différents greffons. Donc, avec le greffon de DSAEK extrêmement rigide, le nanofine DSAEK, comme on l'a vu, qui est extrêmement fin, qui va directement épouser les bords de l'injecteur, et puis les techniques desmétiques, alors soit les prédesmétiques manuels, lors d'une trentaine de microns, ou la DIMEC, où on a simplement l'endothéliodesmé avec des greffons extrêmement souples qui ont tendance à s'enrouler spontanément et qui posent des difficultés de déplissage du greffon. L'introduction du greffon lui-même, l'avantage, vous voyez, généralement je laisse une bulle d'air directement dans l'injecteur qui va me permettre finalement de venir faire surfer le greffon sur la bulle et d'amorcer son dépliement. Alors il y en avait un petit peu trop malheureusement, ça entraînait une pression un petit peu trop élevée dans la chambre antérieure avec le risque d'avoir le greffon qui sort, ce qu'on appelle le torpedo syndrome, le greffon que vous retrouvez immédiatement sur le champ opératoire. Donc avec ma deuxième main, j'ai diminué la pression en chambre intérieure et finalement j'ai fini l'introduction de mon greffon. Donc on voit qu'on a vraiment des greffons hybrides à moitié qui ont l'élasticité d'une DSAEK, mais tout en ayant finalement la souplesse d'une DMEK. Ils vont voir qu'on utilise à peu près le même type de manœuvre finalement comme dans une DMEK, mais vous voyez, on bénéficie de cet effet ressort du stroma, ce que je trouve très satisfaisant, étant donné qu'on a rarement des manipulations compliquées et longues qu'on peut avoir sur un DMEK. Un DMEK, ça peut être le pire comme le meilleur. On peut régler le problème en quelques instants, comme avoir une chirurgie qui dure plusieurs dizaines de minutes, voire 60 à 90 minutes dans certains cas compliqués. Vous voyez, la bulle d'air permet déjà de positionner le greffon, dans un premier temps de le centrer, simplement en appuyant sur la surface, on centre le greffon et on remplit totalement la chambre d'air. Donc là, chaque chirurgien a cette technique ensuite de tamponnement, on laisse la chambre antérieure complète,
et le patient remonte en chambre, on tamponne pendant 10 minutes, et on laisse une bulle de la taille du greffon. Donc ça, chaque chirurgien va avoir son protocole. Moi, personnellement, je tamponne pendant 10 minutes, je laisse une bulle de la taille du greffon, le patient reste en décubitus dorsal strict pendant 3 heures. Je vais l'examiner pour éviter un bloc pupillaire, pour éviter les complications qu'on peut avoir sur toutes ces chirurgies lamellaires lorsqu'on a de l'air en chambre antérieure, hein, avec des hyperpressions importantes, voire des syndromes du Rett-Zavalia. Et puis le patient va essayer de rester globalement couché sur le dos le reste de la nuit, mais en ayant des périodes de pause, parce que souvent le patient va plutôt se plaindre de la période post-opératoire que de l'intervention en elle-même. En synthèse, les DMEK, l'intérêt c'est que, on l'a vu, on a une réhabilitation visuelle rapide, bien que cette différence soit plus ténue à l'heure actuelle. L'intérêt c'est que ça ne coûte rien, hein, c'est une canule, une pince, il n'y a aucun matériel. Les moins, c'est la préparation péropératoire du greffon. Il y a une courbe d'apprentissage qui est pas nulle, hein, c'est 50 à 70 greffes pour réussir une DMEK. Le risque de rupture du greffon préopératoire, le stress, surtout si on en fait plusieurs d'affilée, bien évidemment, ça va demander un certain temps de préparation. Plus que le positionnement, le déplissement, le déployage du greffon en chambre intérieure, qui peut bien sûr très bien se passer comme être un véritable cauchemar, et l'orientation du greffon, le sens. Hein, donc maintenant, il y a des techniques de marquage, mais on peut tout à fait s'en passer avec la DSAEK. Les avantages de la DSAEK, bah, on est dans une zone de confort, hein, on connaît tous la chirurgie lamellaire, on a tous utilisé des microkératomes, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour nous et qu'on peut facilement utiliser, surtout avec les microkératomes modernes, complètement automatisés, qui diminuent la part chirurgien dans la variabilité de la technique. L'avantage des DSAEK, des techniques un peu plus épaisses, c'est que c'est applicable aux cas complexes, hein, j'en ai pas montré ici, mais par exemple des yeux AFAC, des yeux avec des iris remaniés où on va avoir du mal à pressuriser la chambre antérieure et on a un risque de chute, de ptose du greffon dans le segment postérieur, ça peut arriver, bah, les DSAEK permettent de neutraliser ou tout au moins d'atténuer ce type de difficulté. Les moins, bah, c'est la réhabilitation visuelle qui peut être un peu plus lente, comme j'ai dit, ça se neutralise, puis le coût du matériel, bien sûr, là ça nécessite une chambre antérieure, un microkératome sophistiqué, donc bien sûr il y a un certain coût à prendre en compte dans ce type de technique-là. Qu'est-ce qui peut faire basculer vers la DMEK finalement, hein, plutôt vers l'une ou l'autre des techniques? Bah, ça, ce sont les dernières évolutions, hein, toujours de l'équipe qui a inventé la technique, de Mélès, avec les EMI, voire les quarts des DMEK. Bien sûr, le problème, c'est la disponibilité des greffons. Donc, si on peut utiliser un greffon pour plusieurs patients, ça peut être séduisant, hein. Donc, les publications rapportées, notamment sur les EMI des DMEK, sont intéressantes. Après, on a quand même des densités endothéliales post-opératoires relativement faibles et on peut se poser la question de la durée de vie de ces greffons. Moi, personnellement, c'est la première année où j'ai repris 3 DMEK dans l'année. Suite, après 3 ou 4 ans d'évolution, on avait quand même des insuffisances endothéliales probablement liées à la courbe d'apprentissage et les manœuvres péropératoires pour le déplissement du greffon. Donc on peut se poser la question quand même de la viabilité de ces DMEK et est-ce qu'on ne va pas être amené à les reprendre toutes dans les prochaines années. Qu'est-ce qui peut faire basculer vers la DSAEK? Bah, ce sont les greffons prédécoupés. Là aussi, donc ça c'est la Banque de Venise, hein, qui propose cette technique. Nous greffons prédécoupé en banque, directement introduit dans un injecteur. Alors l'injecteur pour le raffinement est imprimé en 3D, donc là c'est extrêmement smart, hein. C'est un injecteur jetable imprimé par la banque de tissu qui vous met le greffon directement dans l'injecteur. Il n'y a plus qu'à clipper sur le manche et vous injectez votre greffon. Donc ça c'est très très smart et c'est quelque chose bien sûr qui peut faire éventuellement préférer cette technique-là, hein. La greffe endothéliale idéale finalement, quelle est-elle? Ben, qu'est-ce qu'on voudrait? Un greffon fin? Ben, le greffon idéalement fin, c'est celui de la DMEK, bien évidemment. Simple à préparer. Alors, plutôt le microkératome, plutôt des techniques automatisées. Le microkératome, laser, bien sûr, c'est l'idéal pour préparer un greffon. Et simple à implanter, ben, on l'a vu, la DSEK, l'effet ressort du stroma, ben, ça facilite beaucoup la chirurgie. Alors, ben, la question qu'on peut se poser, qui va gagner au final, hein, quand on voit ce Sumotori versus ce Gringalet, finalement, à votre avis, qui aura le pas à la fin dans l'avenir, tout au moins? Alors, bah, peut-être, là, je reviens, peut-être la réponse elle est là, hein, c'est encore mieux, ça, c'est la greffe sans greffe. Il y a une vidéo, si on peut la lancer. Une vidéo en haut à gauche de la diapo. Voilà. Hein, donc ça, c'est le DSO, hein, Dismiss Stripping Only. Nos collègues américains ont présenté pas mal de données à l'American Academy, c'est-à-dire sur des dystrophies endothéliales de Fuchs modérées, avec des gouttes essentiellement centrales. On réalise simplement un stripping de 4 mm au centre, sans rien faire de plus, hein, sans ajout d'un greffon. Il y a des résultats intéressants, avec des recolonisations finalement de la cornée centrale, du fait de l'ablation de ces gouttes qui créent un stress cellulaire, hein, on le sait maintenant, et qui empêche
qui crée une apoptose, une mort cellulaire, et qui empêche la recolonisation par les cellules endothéliales. Bien sûr, il y a des échecs, hein, il y a des non-récupérations. Alors, est-ce qu'il y a une perte de chance pour le patient, finalement, parce qu'on a laissé un œdème chronique pendant plusieurs mois, et est-ce que finalement, l'acuité visuelle, elle est moins bonne en post-opératoire, ça reste à éclairer. Puis surtout, nos collègues ont utilisé systématiquement un traitement qui s'appelle la ripazudine, hein, qui est un inhibiteur des rokinases qui permet de remettre les cellules endothéliales en phase de croissance. Alors ça, c'est disponible notamment au Japon, hein, c'est une thérapeutique utilisée pour le glaucome, hein, c'est un effet hypotonisant, mais la ripazudine a un effet aussi pro-mitotique sur les cellules endothéliales. Donc finalement, cette technique ne peut s'envisager qu'avec ce type de drogue, mais qui ne sont pas encore forcément disponibles partout dans le monde. Donc voilà où nous en sommes, hein, on voit les raffinements avec l'amincissement progressif des greffons, peut-être jusqu'à un certain point, puis finalement peut-être la greffe sans greffe, qui est peut-être le raffinement ultime de ces techniques. Voilà, je vous remercie. J'ai donc le plaisir d'enchaîner alors sur quelque chose de plus léger peut-être, sur les innovations thérapeutiques dans le traitement des atteintes sévères de la surface oculaire. Alors, par les atteintes sévères de la surface oculaire, on va essentiellement parler des syndromes secs extrêmement sévères et des ulcères aussi. Alors, que pouvons-nous proposer aux patients, notamment qui présentent des syndromes secs très évolués, les syndromes de Gougeot, les pemphigoïdes, oculaires cicatriciels, les atteintes auto-immunes de la surface oculaire? Alors bien sûr, après avoir passé le stade des substituts lacrymaux, des immunosuppresseurs locaux, des anti-inflammatoires, on est souvent amené à proposer à ces patients des thérapies cellulaires, et la thérapie cellulaire la plus simple, c'est le collier de séromotologue, hein, c'est-à-dire le propre sang du patient centrifugé, on récupère le sérum, on le dilue à 20% pour ne pas amener certains facteurs qui ne sont pas non plus très favorables à la cicatrisation, et puis le patient va instiller le collier de manière chronique à la maison avec un effet qui est maintenant bien connu dans la littérature, avec des très très bons taux de cicatrisation chez ces patients qui sont non répondeurs à aucun traitement. La problématique du collier de séromotologue, c'est la disponibilité et la fabrication de ces thérapeutiques. À l'heure actuelle, en France, c'est limité à certains CHU, et les patients avec un éloignement géographique, généralement, ne peuvent pas en bénéficier. Pourquoi? Parce que c'est un produit dérivé du sang, c'est fabriqué en pharmacie hospitalière, c'est conservé à moins 80 degrés, donc on peut entendre qu'une délivrance progressive, presque hebdomadaire, de ce collier chez le patient, il ne peut pas le conserver chez lui dans son frigo, parce qu'il y a des risques de contamination. Donc ça, c'est un véritable problème pour ces patients pour lesquels on a un impasse thérapeutique. Et quelque chose d'intéressant, finalement, qui est bien connu par nos collègues plasticiens, orthopédistes, c'est le plasma enrichi en facteur de croissance. L'intérêt du plasma enrichi en facteur de croissance, c'est que par exemple dans certains pays, comme en Espagne, ça se fabrique au cabinet, par exemple notamment en chirurgie plastique, pour faire du filling, etc. C'est quelque chose que les chirurgiens ont l'habitude de fabriquer directement au cabinet. Alors, un laboratoire a mis à disposition récemment un kit de fabrication à destinée ophtalmologique de plasma enrichi en facteur de croissance. Donc on voit ici tout le dispositif qui va permettre de manière tout à fait étanche, en fait, hein, sans risque de contamination. Alors, c'est encore destiné aux pharmacies, des cliniques ou hospitalières, c'est pas encore pour autoriser au cabinet, en tout cas en France, mais ça va permettre de conditionner directement du collier sous forme de dosettes et de les délivrer aux patients parce qu'il n'y a même pas besoin de conservation au frais. Alors, le plasma enrichi en facteur de croissance, c'est quoi? C'est du sang centrifugé, mais on va plus que le sérum, on va finalement prélever la couche où se trouvent les plaquettes résiduelles, et c'est un plasma extrêmement riche en plaquettes, les plaquettes qui vont contenir des fortes quantités de facteurs de croissance et de facteurs cicatrisation. Donc c'est ça en fait, le plasma enrichi en facteur de croissance, c'est l'équivalent du plasma enrichi en plaquettes finalement. Alors, ce collier en fait, quel effet a-t-il? On sait qu'il facilite la prolifération cellulaire, il accélère la migration de l'épithélium, il a également un effet anti-inflammatoire, il va diminuer la fibrose sous-épithéliale chez ce type de patient. Alors ça a l'avantage de pouvoir être disponible sous forme de collier, mais également si on active les plaquettes avec du chlorure de calcium, ça va former immédiatement un patch qui peut être utilisé de façon tout à fait analogue à une membrane amniotique. C'est par exemple si on veut occlure une perforation, traiter un ulcère, on peut utiliser cette solution après activation et en quelques minutes on va obtenir un patch. Donc c'est extrêmement souple dans la souplesse d'utilisation et polymorphe, ça a de multiples applications. Alors les applications décrites,
du PRGF, ben, c'est tout simplement le syndrome sec. Hein. On voit ici un syndrome sec post-chirurgie réfractive, un patient qui était réfractaire au traitement usuel, ben, plutôt que d'utiliser du séromotologue, ce qui demande une certaine logistique, il lui a été proposé du plasma enrichi en facteur de croissance avec un résultat intéressant. Également, ça a été publié dans le cadre du traitement d'ulcères, hein, sous forme de collyre, où on voit ici sur une atteinte plus importante, une préperforation sous forme de patch, hein, vous voyez le patch blanc, associé à une tarsographie. Donc vous voyez, c'est extrêmement souple et certainement très intéressant en termes de disponibilité. Donc le dispositif actuel, il permet un stockage à température ambiante, hein, versus moins 80 degrés pour le séromotologue. Conditionnement de 3 mois, le patient repart avec 3 mois de traitement, et donc c'est extrêmement simple à utiliser. Quelques publications. Cette publication qui montrait que peut-être le plasma enrichi en plaquettes a une efficacité supérieure encore au séromotologue en termes de capacité de cicatrisation. Donc certainement quelque chose de très intéressant et qui commence à se diffuser. Et on peut même allier le meilleur des mondes. Hein. On peut utiliser, par exemple ici pour traiter une préperforation stromale, le plasma enrichi en plaquettes sous forme de disque, foyer de coagulat, en le couplant à une membrane amniotique. Donc vous voyez, on allie encore le meilleur des mondes, on a les deux techniques en une seule, ce qui me permet de faire la transition sur la greffe de membrane amniotique. Alors là aussi, une nouveauté très intéressante pour la disponibilité de la membrane amniotique. Donc ça c'est quelque chose qui est bien connu, Tsing, hein, fait des années 90, membrane amniotique, deux faces, la face épithéliale ou la face coriale, ce qu'on appelle la sticky face, hein, la face qui colle. Et en fonction des applications, on va l'utiliser différemment, soit ce qu'on appelle un overlay, hein, c'est un simple pansement biologique, on applique la membrane, on la colle, on la suture, on met un anneau de symblepharon, on fait une tarsographie, mais un geste simple pour pallier à une phase aiguë, généralement une brûlure oculaire, un ulcère relativement superficiel qui ne cicatrise pas, ou en inlay, hein, la véritable greffe de membrane amniotique, multicouche, pour aller combler un défect stromal. Alors, en France, qu'est-il disponible? Il y a soit les membranes fraîches, cryoconservées, hein, dans la neige carbonique, bon, qui sont distribuées par les banques du tissu, c'est assez simple à utiliser, il y a un temps de décongélation, néanmoins il faut la commander. Et puis surtout la grosse nouveauté, c'est la membrane amniotique déshydratée ou lyophilisée, qui a l'avantage d'être disponible directement au bloc opératoire en dépôt. C'est ça surtout l'intérêt. Et il y a une troisième forme dont on ne dispose pas en Europe, hein, c'est la Proquera, hein, c'est la membrane cryoconservée qui, elle, est directement placée sur un anneau, un peu comme un anneau de symblepharon. C'est un peu comme une lentille, quoi. Finalement, vous la posez comme une lentille et elle se maintient. Ça, on n'en a pas. Mais on a les deux types précédents, la cryoconservée ou la lyophilisée. Alors, la lyophilisée, l'intérêt, voilà, c'est on a différents types de patchs de membrane disponibles directement au bloc. Donc, si on n'avait pas planifié auparavant cette chirurgie, ou qu'on est dans un contexte d'urgence, on l'a au bloc sous différentes formes. Bon, je passe le process de neutralisation, etc., de séralisation, de viroinactivation. L'intérêt, c'est qu'on conserve la même structure que les cryoconservés et on conserve les facteurs de croissance malgré la lyophilisation. Donc ça marche très très bien sur la cicatrisation. Voilà un aspect, par exemple, je peux lancer la vidéo. Chirurgie du petit région. Alors vous voyez, ça c'est un patch de 20 mm. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que vous voyez les phénomènes électrostatiques, on est un peu surpris les premières fois, on ne s'y attend pas. Et finalement, la membrane, vous voyez, elle ondule littéralement. C'est certainement lié au packaging, hein, qui est en cellophane, en plastique, qui doit charger la membrane. Il faut faire un petit peu attention au début, parce qu'elle a tendance à venir se coller immédiatement sur la surface oculaire, vous voyez, donc on la dépose directement et on peut venir la tailler à façon. C'est extrêmement simple à utiliser, c'est très très fin, quand c'est encore sous forme lyophilisée. Donc là, simplement, c'était une première expérience où on a utilisé de la colle biologique, la colle de fibrine, pour venir combler le défect lié à l'exérèse du ptérygion. Donc on peut l'utiliser de cette façon, tout simplement. On va la poser, et puis bon, je vais peut-être avancer la vidéo, mais simplement à la fin, on pose de la colle de fibrine, tout simplement, et l'intervention est terminée. Donc ça, c'est extrêmement aussi élégant et simple d'utilisation. L'intérêt, c'est aussi financier, hein, parce que la membrane de 20 mm est pratiquement 3 fois moins chère que la membrane délivrée par la banque de tissu. Une membrane, le tarif est d'à peu près de 140 €. Et en France, là, la membrane délivrée par la banque de tissu, elle est de l'ordre de 320, 340 € quand même. Donc c'est pas inintéressant en termes d'économie pour ce format-là de 20 mm qui permet finalement de presque réaliser toutes les chirurgies que l'on souhaite. Donc ça, c'était simplement pour montrer qu'on peut l'utiliser avec de la colle simplement, mais voilà, on applique la colle, rien d'extraordinaire. Et puis ensuite, on peut également la suturer de manière tout à fait usuelle à une membrane amniotique habituelle.
Donc ça, c'était une allogreffe de limbe pour un patient qui avait une pemphigoïde oculaire cicatricielle avec un simple blépharon. Donc vous voyez toujours ce patch de 20 mm. On vient le puncher avec un trépan pour avoir un greffon directement à la bonne taille. Et puis là, je vais plutôt la suturer pour qu'elle se maintienne bien en place. Alors il faut l'hydrater. Alors là aussi, un petit truc et astuce qui est assez étonnant les premières fois on l'utilise. Vous allez voir, du fait des phénomènes de tension de surface, que connaissent plutôt généralement nos collègues rétinologues, vous allez voir ce qui se passe. Voilà, la membrane se recroqueville sur elle-même. Donc ça, il faut être un petit peu méfiant parce qu'il ne faut pas perdre le sens de la membrane. La membrane vous est livrée avec l'épithélium vers le haut, la face épithéliale vers le haut, que bien évidemment il faut conserver dans cette orientation-là si on souhaite réaliser un inlay, c'est-à-dire inclure la membrane dans la cornée afin que l'épithélium cornéen puisse cicatriser par-dessus. Donc ouais, c'est dommage qu'on ne puisse pas avancer un petit peu, mais après, une fois qu'elle a épaissi en quelques secondes, elle fait une centaine de microns d'épaisseur une fois hydratée, et on peut venir la suturer de manière tout à fait classique. Donc il faut un petit peu jouer, vous voyez, avec les forces de tension de surface, avec les charges électrostatiques, pour pouvoir la manipuler. C'était juste pour montrer les sutures après. Je ne sais pas si vous arrivez à avancer un tout petit peu. Ouais, voilà. Il manquerait quelques secondes. Enfin bref, bon, on peut la suturer de manière tout à fait classique. Un autre exemple, ça c'était plus pour utiliser le microscope OCT. Vous voyez, c'était une énorme bulle de filtration. Hein. C'était un œil qui était perdu, une bulle macrokystique, on va dire, qui était littéralement sur la cornée. Donc je m'étais assuré qu'il n'y avait pas de fistule avec l'OCT de segment antérieur, et puis finalement on avait pu la cliver de manière très simple. Et peut-être qu'on n'a plus le temps, mais j'avais réalisé simplement un patch en overlay par-dessus pour obtenir une bonne cicatrisation cornéenne, toujours avec de la colle. Donc voilà, c'est quelque chose d'extrêmement simple à utiliser et qui a l'avantage d'être disponible au bloc opératoire, surtout si on n'a pas anticipé qu'on avait besoin d'un greffon aneumatique, parce que ça peut arriver. Hein. Par exemple, dans ce genre de situation-là, on peut se dire, tiens, finalement, je me retrouve avec une perforation dessous. Vous voyez, j'avais quand même un investissement stromal important à un endroit. Donc effectivement, si je n'avais pas eu de membrane amniotique, j'aurais été ennuyé. Donc l'avantage, c'est vraiment la souplesse d'utilisation de ce dispositif. Donc différentes tailles qui existent, vous voyez, il y a des patchs jusqu'à 40 mm. Celui qu'on utilise le plus fréquemment, c'est 20 mm, ça permet légèrement de pallier à toutes les utilisations. Donc en pratique, pour les atteintes sévères de la surface oculaire, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de nous simplifier la vie maintenant, et notamment beaucoup d'espoir dans le sérum enrichi en plaquettes et les membranes amniotiques lyophilisées, qui sont certainement des outils très utiles en consultation et au bloc opératoire pour les praticiens qui s'occupent de la surface oculaire dans ces formes graves.